Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ondes sismiques et nous allons continuer dans la foulée de la vidéo précédente où il avait été beaucoup question d'interférences. Quand on parle des ondes sismiques, on fait beaucoup d'analogies avec la lumière. Ainsi, tout le programme scolaire sur les ondes sismiques est basé sur les lois de Snell-Descartes, qui sont des lois bien connues en optique géométrique, pour décrire la propagation des ondes sismiques quand ces ondes, elles traversent des milieux de nature différente, avec des vitesses différentes, et c'est ce qui va produire les phénomènes de réflexion et de réfraction. Alors, on va trouver énormément de vidéos là-dessus sur la réflexion et la réfraction, ainsi que les lois de Snell-Descartes sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont faites par des professeurs du secondaire ou de classes préparatoires aux grandes écoles. Alors ce sont des cours bien formatés, bien cadrés, parce qu'il y a un programme, et ce programme, il faut le suivre. Et si le programme dit cela, eh bien il faut dire cela. Et ne pas discuter d'autre chose, parce qu'à la fin, il y a un concours, et c'est un concours, c'est très normé. Donc voilà, si je raconte tout cela, c'est parce que je vais suivre une approche différente. Dans tout ce que je vais raconter sur la réflexion et la réfraction des ondes sismiques, je ne vais pas suivre le programme. Pour commencer, je vais en faire une présentation sans équation, sans développement mathématique très poussé. Et je vais en faire une présentation surtout visuelle, à partir de petites simulations numériques pour bien faire sentir les choses. Et voir les choses, il n'y a rien de tel pour les comprendre, et in fine pour appréhender les nouveaux concepts. Ces simulations numériques, je vais les faire à partir de ce petit programme qui est sur mon compte GitHub. C'est du code Python, vous pouvez donc le télécharger, l'installer et jouer avec. Le code est un petit peu long car il y a beaucoup d'options, mais le cœur de ce code, il est là, et il est très simple. C'est un tableau à deux dimensions petit x, y, deux dimensions spatiales qui peuvent être une longueur et une profondeur. Autrement dit, c'est une coupe de sous-sol, et dans cette coupe, on va regarder la propagation des ondes sismiques. Alors bien sûr, on va simplifier le problème. On va travailler avec une source ponctuelle ou une source linéaire, qui va émettre des ondes sinusoïdales d'une certaine amplitude et d'une certaine fréquence, et avec une certaine vitesse. Jusqu'à maintenant, dans notre vidéo précédente, on a considéré un milieu isotrope et homogène. On se contentait de regarder des interférences entre plusieurs sources. Et là, on va changer. On va compliquer un peu le problème. Nous allons considérer deux milieux de nature différente, et ces deux milieux, ils sont séparés par une frontière, par une interface, qui est droite, qui est rectiligne, qui est linéaire, à une certaine profondeur. Alors qu'est-ce que cela va changer dans la propagation de mes ondes sismiques? Cela ne va pas changer leur fréquence, cela ne va pas changer leur période. Ces ondes, elles vont toujours vibrer avec la même fréquence et la même période. Et là, il faut me croire sur parole. Mais la fréquence est une propriété intrinsèque de l'onde qui est fixée par la source émettrice. Alors vous allez me dire, la fréquence, elle peut changer quand on se déplace par rapport à la source. Oui, c'est l'effet Doppler et c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui va changer quand une onde pénètre dans un milieu différent? Eh bien, cela va changer en premier lieu sa vitesse de propagation. Une onde sismique, sa vitesse de propagation, elle dépend d'abord de la rigidité du milieu à traverser. Car une onde sismique, c'est de l'énergie élastique qui se propage de proche en proche. La matière, c'est comme si elle était constituée de petits ressorts élastiques. Ces petits ressorts, ils fonctionnent comment? Eh bien, ils travaillent sur le principe action-réaction. Action quand le petit ressort est subitement déformé par une compression ou une tension, et réaction quand ce petit ressort, comprimé ou tendu, réagit à son tour en exerçant une action sur son voisin. Alors la rigidité là-dedans, eh bien, c'est pareil. C'est comme dans les ressorts. Il y a les mous et il y a les durs. Les mous, ils sont flexibles. Ils ont une raideur qui est faible. Quand ils sont sollicités, ils vont mettre du temps pour répondre. Un ressort dur, à l'opposé, il a une raideur qui est importante. Il faut de la force pour le déformer. Et il va répondre rapidement, car il a du répondant et la perturbation sismique, elle va se propager rapidement. Ainsi, dans la littérature, on peut trouver quelques ordres de grandeur des vitesses des ondes P. Vous vous rappelez, ce sont les ondes de compression, ce sont celles qui se propagent le plus vite. Eh bien, un granit, la vitesse, elle est de l'ordre de 6 km par seconde. Un granit, cela fait partie des durs. Et les calcaires, c'est assez variable. C'est entre 2 et 6 km par seconde. Car ces vitesses, elles dépendent de la porosité et de l'état de fissuration et de fracturation de la roche. Et plus c'est poreux, plus c'est fissuré, plus c'est fracturé, plus la vitesse elle sera faible. À l'autre extrémité, un sable, cela fait partie des mous. La vitesse de propagation des ondes P, elle y est faible. Elle est de l'ordre de 2 km par seconde quand c'est du sable mouillé, mais quand c'est du sable sec, cette vitesse, elle descend même en dessous de 1 km par seconde. Dans l'eau, la vitesse des ondes P, c'est entre 1400 et 1500 mètres par seconde. Et dans l'air, qu'en est-il? Eh bien, vous connaissez cette valeur, elle est de 340 mètres par seconde. Car les ondes sonores, les ondes acoustiques, ce ne sont rien d'autre que des ondes P, des ondes de compression, mais des ondes qui se propagent dans l'atmosphère. Alors, faisons le bilan. Fréquence et période ne changent pas, mais la vitesse, elle varie. Elle
elle est variable. Ainsi, si je mesure la fréquence d'ondes sismiques en un endroit, et si j'ai un voisin qui me mesure la fréquence de ces mêmes ondes à 1 km de distance, eh bien les fréquences seront les mêmes. Moi et mon voisin, on va vibrer à la même fréquence. On va donc dire qu'en première approximation, les fréquences des ondes sismiques, elles ne me diront rien sur la nature des roches sous-jacentes. On verra par la suite que cela n'est pas tout à fait vrai, mais pour le moment, restons avec cela. Alors, réfléchissons un peu. Fréquence fixe, période fixe, mais vitesse variable. Comment est-ce possible? Eh bien, ce qui va changer aussi, c'est la longueur d'onde. Rappelez-vous, la longueur d'onde, elle est calculée par cette formule. Lambda égale V fois T, ou V divisé par petit f, la fréquence. Et ça, cela va se voir sur notre petite simulation numérique. Quand la vitesse augmente, la longueur d'onde, elle s'accroît de la même manière. Voyez ces bandes ondulatoires, elles augmentent en largeur. Elles prennent plus de place. Cela ne changera pas la fréquence mesurée en un point, puisque ces ondes, elles circulent plus vite, elles passent plus vite. Et si la vitesse diminue, eh bien la largeur de ces bandes, elle diminuera. Mais nous aurons toujours la même fréquence. C'est comme sur une route. Et imaginez que chaque voiture représente une onde. Et nous avons un flot de véhicules qui circulent d'abord sur une voie urbaine à une vitesse de 50 km/h, soit 14 mètres par seconde, puis sur une autoroute à 130 km/h, soit 36 mètres par seconde. Sur la voie urbaine, on va adopter une longueur d'onde de 30 mètres, puisque c'est la distance d'écart qui me permet de circuler en sécurité par rapport au véhicule précédent. J'ai donc environ un véhicule qui passe en un point donné toutes les 2 secondes. Cela me donne donc une période de 2 secondes et une fréquence de combien? Eh bien une fréquence de 0,5 Hz. Et je vérifie bien par ce petit calcul que j'ai une longueur d'onde d'environ 30 mètres. Un véhicule toutes les 2 secondes, cela me fait un débit moyen de 1800 véhicules par heure, car le débit, eh bien, c'est le nombre d'ondes ou de véhicules par unité de temps. C'est la fréquence multipliée par unité de temps. Passons sur l'autoroute. Quelle sera la fréquence, la période et la longueur d'onde? Tout en gardant le même débit, c'est-à-dire 1800 véhicules par heure. Comme on l'a dit, fréquence et période, cela ne change pas. Si je suis posté avec un chronomètre au bord de l'autoroute, je vais toujours compter un véhicule toutes les 2 secondes. Mais qu'en est-il de la longueur d'onde? Eh bien, je reprends la petite formule, lambda égale à la vitesse petit v divisé par petit f, et cela nous fait 72 mètres au lieu de 30 mètres. Et quand les vitesses elles décroissent, suite à une congestion en aval, on le sait, cela va créer un bouchon. Et la longueur d'onde, elle va diminuer d'autant. Et sauf arrêt total, cela ne va pas modifier forcément la fréquence ou le débit de la voix. Ainsi, résumons. Pour un milieu mou, nous avons une vitesse lente, une petite longueur d'onde et des véhicules en escargot qui se suivent à la queue leu-leu. Pour un milieu rigide, nous avons une vitesse rapide, une grande longueur d'onde et des bolides qui sont espacés les uns par rapport aux autres sur l'autoroute. Mais dans les deux cas, milieu mou ou milieu rigide, nous avons un flux identique, un débit identique, une fréquence identique et une période identique. Bon, jusqu'à maintenant, nous avons considéré des flux linéaires, unidirectionnels, où l'onde sismique vient frapper l'interface à angle droit. Et dans ce cas, il y a juste changement de la vitesse de propagation de l'onde. Que se passera-t-il si l'onde sismique vient frapper l'interface en biais, c'est-à-dire avec un angle quelconque par rapport à l'interface? Alors ce qui va importer, c'est la continuité du flux. Les ondes vont toujours s'organiser de telle manière à ce que les longueurs d'onde se raccordent entre elles. Commençons par un milieu mou, avec des ondes de petite longueur d'onde, puis un milieu rapide, où les ondes, elles arrivent avec de grandes longueurs d'onde. Et là, je vais donner quelques exemples de simulations faites avec mon programme. Dans toutes ces simulations que je vais présenter, les ondes, elles se propagent à une vitesse de 6000 mètres par seconde dans le milieu mou et à une vitesse de 9000 mètres par seconde dans le milieu dur. La fréquence de ces ondes sismiques est de 10 Hz, ce qui correspond à une période de 0,1 seconde. La longueur d'onde dans le milieu mou est de 6000 mètres par seconde fois 0,1 seconde, soit 600 mètres. Et dans le milieu dur, la longueur d'onde est de 900 mètres. Dans ces simulations, je travaille dans un carré de 5000 mètres de longueur et 5000 mètres de profondeur. Et je précise que dans toutes ces simulations, le temps est ralenti considérablement. Sinon, on n'aurait pas le temps de voir grand-chose. Commençons par une inclinaison de 10 degrés par rapport à la normale de l'interface pour les rayons d'incident. Et là, nous ne voyons pas grande différence, si ce n'est que les ondes, elles se propagent plus vite dans le milieu rigide et que les ondes dans le milieu rapide commencent légèrement à dévier vers la droite. Augmentons l'angle d'incidence à 20 degrés. Et là, la chose, elle se confirme. Les ondes réfractées sont de plus en plus déviées vers la droite, en traversant la frontière entre milieu mou et milieu dur. Tout se passe comme si les raies se cassaient en deux. C'est la réfraction, terme qui vient du latin et qui désigne l'action de casser, l'action de briser. Voyons maintenant pour un angle d'incidence de 30 degrés, et ici pour un angle d'incidence de 40 degrés.
Et les ondes réfractées, elles sont de plus en plus déviées vers la droite. Les fronts d'onde se verticalisent. Allons jusqu'au cas extrême. C'est celui où les ondes réfractées se déplacent maintenant à l'horizontale. Et voilà ce que cela donne. Et ce cas extrême est obtenu pour un angle d'incidence de 41,8 degrés. Nous verrons plus tard comment calculer cet angle. Ce cas extrême correspond à ce que l'on appelle la réfraction critique. Et l'angle incident correspondant, on l'appelle l'angle critique. C'est l'angle maximal pour lequel les ondes du milieu mou peuvent rentrer dans le milieu dur. Pour tout angle supérieur à cet angle critique, les ondes sont maintenant réfléchies. Et nous avons affaire au phénomène bien connu qui est celui de la réflexion. Alors, on l'a dit, lors de ces changements de milieu, les ondes, elles changent de vitesse et elles se réorganisent de manière à ce que la continuité soit maintenue entre elles. Et là, on est ramené à un problème de géométrie. Ici, je dessine l'interface. Ici, c'est normal. Et là, je trace un rayon incident incliné par rapport à l'interface. Je dessine son front d'onde. Et l'angle incident, c'est l'angle entre le ray et la normale à l'interface. C'est aussi l'angle entre le front d'onde et l'interface. Vous voyez, je retrouve cet angle ici et ici. Et cet angle incident, je vais l'appeler petit i. Maintenant, je dessine en dessous de l'interface, dans le milieu dur. Voilà, j'ai un rayon réfracté. Et là, je dessine le front d'onde. Et pareil, mes rayons réfractés, ils sont déviés vers la droite. Et je vais appeler petit r l'angle entre le rayon réfracté et la normale de l'interface. Et petit r, c'est aussi l'angle entre le front d'onde et l'interface. Et cet angle, je le retrouve aussi ici. Alors, on se rappelle, front d'onde et rayon, ils sont perpendiculaires. Je me retrouve donc avec des triangles rectangles. Et sur le côté de ces triangles rectangles, j'ai la longueur d'onde. Car ici, je raisonne uniquement pour une onde. Voilà, j'ai cette belle figure géométrique et je vais y mettre des lettres. Grand A et grand B, ce sont les points sur l'interface. Et je vais annoter ces deux autres points par les lettres grand C et grand D. Une fois que l'on a fait cela, on peut faire un petit peu de trigonométrie. J'écris que la longueur d'onde dans le milieu mou, lambda 1, c'est le côté opposé dans ce triangle par rapport au point grand A, c'est donc égal à grand AB l'hypoténuse fois sinus petit i. De même, lambda 2, la longueur d'onde de l'onde réfractée, eh bien c'est le côté opposé par rapport à grand B dans ce triangle rectangle, et c'est égal à grand AB, l'hypoténuse, fois sinus petit r. On se retrouve donc avec ces deux relations, lambda 1 égale grand AB sinus petit i, et lambda 2 égale grand AB sinus petit r. Et on sait que les longueurs d'onde, c'est aussi donné par lambda 1 égale à V1 fois grand T, la période, et lambda 2 égale V2 fois grand T. On se retrouve donc avec V1 fois grand T égale grand AB sinus petit i, et V2 fois grand T égale grand AB fois sinus petit r. Et finalement, j'obtiens le rapport des vitesses V1 sur V2, c'est égal à sinus petit i divisé par sinus petit r. Et on va retenir cette formule de calcul, V1 fois sinus petit r, c'est égal à V2 sinus petit i. Il y a bien d'autres manières de démontrer cette loi, mais je ne vais pas insister là-dessus. Ce dessin, il nous montre aussi autre chose. La réfraction modifie le flux sismique, c'est-à-dire la quantité d'énergie transportée par unité de surface. Vous voyez, pour les ondes incidentes, le flux il est inversement proportionnel à la longueur de la section transversale, c'est-à-dire du segment AD. C'est la longueur du front d'onde sur lequel je travaille. Et le segment AD, il est grand. Le flux d'énergie est donc réparti sur un segment de grande longueur. Pour les ondes réfractées, l'énergie sismique elle se répartit sur une largeur plus faible, et ce flux est distribué sur le segment de longueur grand BC. L'énergie sismique est ainsi focalisée sur une zone restreinte. Et le cas extrême, c'est lorsque l'on envoie ces ondes sismiques avec un angle d'incidence égal ou un peu inférieur à l'angle critique. Et dans ce cas, l'énergie sismique se retrouve concentrée sur une petite zone correspondant à l'épaisseur de l'interface. Je reviens juste rapidement sur ma simulation de réfraction critique où les ondes réfractées se déplacent parallèlement à l'interface. Il faut bien comprendre que c'est un cas théorique et que ces ondes ici, elles proviennent de l'infini. Dans la pratique, la réfraction critique, elle va se concentrer sur une zone beaucoup plus étroite. Ainsi, la réfraction critique apparaît vraiment comme un phénomène remarquable. Nous partons d'un volume 3D de l'espace, traversé par un flux d'onde, émis par une source linéaire, et quand ce flux d'onde frappe une interface avec un certain angle, la troisième dimension disparaît, et ce flux d'onde est piégé dans un plan à deux dimensions. Et l'onde de volume, que cela soit une onde P ou une onde S, devient une onde de surface ou une onde d'interface. Dans la pratique, l'interface de réfraction n'est pas une surface idéale. Elle n'est pas lisse, elle est pleine de défauts, et ces ondes réfractées, critiques, vont vite s'échapper. Et
cela de manière aléatoire. Elles peuvent ainsi revenir dans le milieu mou sous-jacent, auquel cas elles redeviennent des ondes de volume, et elles rebondissent en suivant la loi de la réflexion, avec un angle de réflexion égal à l'angle critique. Et cela donnera un faisceau d'ondes que l'on appellera des ondes coniques. Et nous verrons pourquoi plus tard. Et nous verrons aussi comment ces ondes peuvent être étudiées avec profit dans des méthodes géophysiques dites de sismique réfraction. La réfraction critique, sans le savoir, c'est quelque chose que vous connaissez bien, et cela quand vous regardez un coucher de soleil. L'atmosphère, en fin de journée, c'est une couche d'air chaud surmontée par de l'air froid en altitude. Dans l'air chaud, les ondes lumineuses se déplacent plus lentement que dans l'air froid. On se trouve donc dans une configuration similaire, mais à l'envers, où nous avons un milieu mou surmonté par un milieu dur. Et quand le soleil se couche, les rayons solaires frappent cette interface avec un angle critique. Et ce coucher de soleil que nous admirons tant, eh bien en fait c'est un mirage, car à ce moment même, le soleil est déjà passé sous la ligne d'horizon. Et ce que nous contemplons, c'est l'image d'un soleil qui a été réfracté de manière critique, selon cette interface entre basse couche et haute couche atmosphérique. Et enfin, réfléchi vers nos yeux. Bien, jusqu'à maintenant, nous avons considéré le cas d'ondes sismiques venant de milieux mous et se dirigeant vers un milieu dur. Qu'en est-il du cas inverse? C'est-à-dire des ondes sismiques provenant d'un milieu dur et se dirigeant vers un milieu mou. Eh bien, les mêmes lois s'appliquent. Mais pour le cas de la réfraction, les effets sont inverses. Les rayons réfractés sont déviés vers la gauche. Et en cas d'ondes incidentes rasantes par rapport à l'interface, les ondes réfractées traversent le milieu mou avec un angle de réfraction égal à l'angle critique. Ainsi, les ondes réfractées ne peuvent avoir un angle de réfraction supérieur à l'angle critique. Alors, milieu mou, milieu dur, angle d'incidence et angle de réfraction, comment retenir tout cela et retrouver rapidement les conséquences d'un changement de vitesse d'un milieu à un autre? Eh bien, vous pouvez retenir ces images mentales. Quand on passe d'un milieu mou à un milieu dur, on passe d'un milieu à vitesse lente à un milieu à vitesse rapide. Votre pied gauche n'a pas encore bougé que votre pied droit dérape. Autrement dit, vous glissez et votre rayon réfracté part à l'horizontale. A l'inverse, quand vous passez d'un milieu dur à un milieu mou, par exemple quand vous pilotez un char d'assaut, la chenille droite est encore sur le goudron de la route et la chenille gauche arrive sur un terrain boueux. Votre char est alors ralenti dans sa partie gauche et il est dévié dans une direction perpendiculaire à l'axe de la route. Autrement dit, vous butez et votre rayon réfracté part à la verticale. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, et pour la prochaine fois, nous continuerons sur les simulations de propagation d'ondes sismiques en utilisant un principe bien connu en physique, qui est le principe de Huygens. À bientôt!